Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission spéciale à laquelle nous recevons l'honorable Christophe Lutundula. L'honorable Christophe Lutundula n'est plus à présenter ici en République démocratique du Congo. Personnellement, je le connais comme député national élu de la circonscription de Katakokombe. Nous sommes là dans la province du Sankuru. Bienvenue, honorable Christophe Lutundula. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que vous étiez avec nous ici à Lubumbashi l'année dernière, nous avons parlé avec vous sur votre projet de loi sur la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Qui est Lutundula pour ceux qui ne le connaissent pas? Oh, c'est très délicat de se présenter soi-même. Je crois que vous avez fait une présentation qui me paraît suffisante. Je suis député national de la circonscription électorale de Katakokombe dans la province de Sankuru. Pratiquement, je dois être à ma 23e année au Palais du Peuple comme parlementaire. Et je crois que c'est suffisant comme ça, peut-être sur le plan politique. Quelle est ma tendance politique? Je suis du groupe parlementaire MSCG7 et aujourd'hui, avec le président Moïse Katumbi, nous avons poursuivi la dynamique que nous avons déclenchée ensemble depuis 2015. Qui devait culminer par la création d'un parti unifié. C'est ce que nous avons fait déjà. Nous avons mis en place Ensemble pour la République, présidé par notre leader, notre candidat à la présidence aux élections passées. Je crois que nous allons reconduire cette candidature, Moïse Katumbi Chapwe. Nous avions notre secrétaire général, Pierre Lumbi au Congo, qui nous a quittés. C'était un coup très dur, à titre personnel et en tant que membre de cette famille politique que nous voulons, une famille d'élite et une famille de masse aussi, mais aussi une famille nationale. Mais ce que j'ai toujours dit à ceux qui sont avec nous, à nos membres, c'est ceci, c'est tellement que nous avons perdu le chef d'état-major général, pour reprendre un peu le langage des militaires, mais le commandant suprême, notre leader, il est encore là. La meilleure façon de perpétuer la mémoire de Pierre Lumbi, c'est de nous battre avec Moïse Katumbi pour réaliser notre idéal, les valeurs pour lesquelles Lumbi s'est battu et pour lesquelles nous nous battons. La République, l'état de droit, la bonne gouvernance, le regard, je dirais mieux, la complicité avec le peuple, parce que la République, je l'ai toujours dit, c'est le royaume des citoyens. Ce sont les citoyens, qui veut dire le peuple, qui décide de tout et pour tout, et dans leur intérêt supérieur. Donc je crois que c'est ce que nous devons continuer ce combat. Aujourd'hui, certainement que je souhaite qu'à l'occasion de l'émission, nous allons parler d'ensemble pour la République. Voilà un peu politiquement et professionnellement là où je me situe. Et que l'âme de Pierre Lumbi repose donc en paix, comme c'était vraiment un coup dur pour Ensemble pour la République. Christophe Lutundula à Lubumbashi pour une mission privée ou officielle? Il n'y a rien d'officiel parce que l'officiel suppose que je suis venu en mission parlementaire en bonne et due forme, avec code d'émission et tout, donc c'est vraiment très privé. Le corps est ce qu'il est, le corps lui-même, il y a des moments où il faut un peu se replier. Je ne dois pas oublier non plus que je suis député national, même si je suis élu des Katakombes. Mais c'est toujours avec plaisir et avec beaucoup d'intérêt que je viens ici à Lubumbashi pour savoir un peu ce qui s'y passe et voir dans quelle mesure ça peut me servir dans mon travail parlementaire. Je vous ai donné des éléments relatifs à mon appartenance politique. Il est clair aussi que nous trouvons Lubumbashi accueilli. Et je remercie beaucoup le président Moïse Katumbi qui a compris que je devais me replier un peu par le président lui-même et son épouse. Il est clair qu'on devra quelque part parler du parti. C'est très clair et dans le sens d'avancer. Ok, nous allons commencer par l'Assemblée nationale. Vous êtes parlementaire. Il y a quelques mois, vous avez initié un projet de loi sur la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, Christophe Lutundula accuse le bureau de l'Assemblée d'avoir bloqué ce projet de loi. Oui, à bon droit et objectivement, ça ne pouvait être qu'un droit accusateur vers
le bureau, j'ajouterai sur le bureau et contre le bureau. Parce que je vous ai dit que j'ai fait quand même un bout de temps à l'Assemblée nationale. Je suis sinon le doyen parmi les doyens. J'étais membre du bureau avec Monseigneur Nzembo, deuxième vice-président, avec Vital Kamele, premier vice-président. J'ai présidé des commissions. J'ai initié des lois, la loi sur les partis politiques en vigueur. Je ne connais pas un cas semblable au mien. J'étais avec vous ici l'année passée. Je vous ai dit que j'ai déposé la proposition de loi le 8 août 2019. Donc aujourd'hui, jour pour jour, ça fait plus d'une année, pratiquement 13 mois. Et pour l'information des téléspectateurs, la loi a suivi la procédure légale. Il y a une phase administrative et une phase politique. La phase administrative, je dirais technique, c'est d'abord le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Quand vous déposez une proposition de loi, on enregistre sur le livret bleu, c'est un grand registre. Le bureau envoie au bureau d'études pour voir si techniquement c'est bien rédigé, c'est OK, s'il n'y a pas une proposition semblable dans la même matière et ainsi de suite. Ça a été fait et des remarques du bureau d'études. Nous avons discuté, terminé. Et arrive maintenant la phase politique qui commence par l'envoi du texte au gouvernement pour ses observations dans le délai de 15 jours. C'est l'article 130, alinéa 2 de la Constitution. Cette phase a pris beaucoup de temps. Mettez-vous en tête qu'avec les bureaux d'études, on a discuté. Au mois d'octobre, j'avais déposé la version corrigée. J'ai dû insister. J'ai demandé des audiences à Madame la Présidente qui n'a pas voulu me recevoir. J'ai lui fait des textos, on m'a promis l'audience. Bref, c'est au mois d'avril 2020 que la proposition sera envoyée au gouvernement. Et malgré la disposition à laquelle j'ai fait allusion, le délai de 15 jours, les remarques et les observations du gouvernement sont arrivées au mois de mai. Plus d'un mois. Qu'à cela ne tienne. J'ai lu, il n'y avait pas grand-chose. On n'avait qu'une divergence, c'est le mot de représentation. Disons, le quota de désignation. Je ne veux pas parler de représentation parce que ça fausse un peu ma philosophie. Il parlait de désignation équitable par la société civile, l'opposition de la majorité. Moi, j'ai toujours soutenu la thèse de la représentation paritaire. Ça a été fait, j'ai reçu ça, OK. Depuis lors, Madame la Présidente, avec le bureau, n'ont jamais présenté ce dossier à la conférence des présidents. La conférence des présidents, pour nos téléspectateurs réunis, tous les présidents de commission, tous les présidents de groupes parlementaires, et c'était au sein de la conférence des présidents qu'on élabore le calendrier des travaux. Par exemple, maintenant, nous avons ouvert la session, on doit préparer le calendrier. Et à l'époque, nous étions en plein état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas ça le problème. Pour la simple raison qu'en dépit de l'état d'urgence sanitaire, le Parlement siégeait. L'état d'urgence sanitaire, si vous lisez, je crois, l'article 148, je peux me tromper, de la Constitution, il avait d'ailleurs clairement dit que dès que l'état d'urgence est proclamé, eh bien, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit, j'allais dire obligatoirement en session. Si on n'est pas en session, une session extraordinaire est convoquée illico presto et on doit siéger jusqu'à la fin de l'état d'urgence. C'est ce que nous avons fait, de sorte que cette fois-ci, la session de mars qui devait se terminer le 15 juin a été prorogée pratiquement jusqu'à la fin du mois de juillet. Et pendant ce temps, on traitait d'autres matières. Donc, l'état d'urgence n'enlève en rien au Parlement ses compétences telles que prévues par l'article 100 de la Constitution. Donc, ce n'est pas une raison valable. J'ai tout fait, j'ai parlé, j'ai demandé à Madame la Présidente de me recevoir et tout, bloqué. Et comme nous l'avons prédit, rappelez-vous, à notre émission de l'année dernière, et en fait, la famille politique FCC, la famille politique de l'ancien chef de l'État, le président Kabila, ne veut pas de cette loi, ne veut pas de la réforme de la CENI. C'est ça la vérité crue.
Mais moi, je suis député. J'écoute, compatriotes, je parle avec eux, j'ai pris connaissance du rapport du processus électoral, le dernier, de 2018-19. Et dans ce rapport, Corneille Nangaa et ses pairs de la CENI proposent la réforme de la CENI. La réforme du système électoral globalement, c'est-à-dire la loi électorale, le pouvoir organisateur, cela s'unit, la question du fichier électoral, le financement des élections, et moi j'ajoute aussi la sécurisation des opérations électorales et des compétiteurs électoraux. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça ne me concerne pas personnellement comme individu. Je suis concerné comme citoyen, comme député. C'est une affaire nationale. Je dirais mieux, à l'heure actuelle, c'est un dossier d'une urgence et d'une nécessité, d'une importance nationale incontestable. Incontestable. Mais pour ma part, je continue mon combat, soutenu par l'opposition. Attendez là, non seulement l'opposition politique dans son ensemble, mais aussi parce que c'est cette opposition-là qui est agissante à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire de l'opposition, à savoir MLC, ADN, AMK, G7, MS, G7. Et donc je continue mon combat avec le peuple. Et si vous permettez, je voudrais que les Congolais prennent cette conscience-là. Et j'ai toujours dit que la qualité du processus électoral influe, pour ne pas dire, détermine aussi la qualité de la gouvernance générale du pays. Pour la simple raison que si les élections sont mal faites, eh bien, elles nous conduisent à des crises politiques récurrentes et parfois violentes qui ne permettent pas à ceux qui gouvernent le pays de travailler dans la sérénité et avec efficacité. N'allons pas loin. Le Mali. Le Mali aujourd'hui, on a connu un coup d'État, nous avons un régime spécial. Laissez-moi, permettez-moi les termes, tout simplement à partir du contentieux électoral, des élections législatives, les arrêts de la Cour, et c'est le Conseil constitutionnel du Mali. C'est ça qui a généré la crise. Et on peut continuer la Côte d'Ivoire, vous connaissez la situation de la Côte d'Ivoire, avec une guerre et tout. Donc, c'est un problème d'intérêt national. Et sur ce point, madame, il faut donner une précision technique. J'entends toujours, Madame la Présidente, et les gens de FCC, les amis de FCC, dire que la session de septembre, c'est une session budgétaire. Essentiellement budgétaire. Essentiellement. Une petite nuance, mais qui cache en fait une volonté de bloquer des matières qui ne leur plaisent pas. Il faut être précis. Pourquoi appelle-t-on cette session la session budgétaire? Parce que si vous lisez l'article 126, alinéa 3 de la Constitution, il dit que le gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'année qui vient. Et donc, c'est en septembre que nous discutons de cette matière-là. Et ça se comprend très bien, parce qu'en janvier, il faut que le président promulgue la loi. Et c'est comme ça que vous l'entrevoyez? Oui. Attendez un peu là. Je donne ces précisions techniques. Donc, ça ne signifie pas que la session de septembre est exclusivement budgétaire. Et j'apprécie votre nuance quand vous dites essentiellement. Et en dehors de la loi, parce que dans la loi, dans la Constitution, si d'ici, j'allais dire le 1er décembre, parce que la session s'était mise le 15 décembre, si 15 jours avant la fin de la session, le gouvernement n'a pas déposé le projet de loi de finances, il est démissionnaire d'office. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas une session qui ne fait que le budget. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons? Le jour où le Premier ministre va déposer le projet de budget, quelques jours plus tard, conférence de président et tout, nous avons la plénière, le débat général. Après le débat général, le travail va en commission. Ça ne dit pas que nous autres, qui ne sommes pas de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire, nous ne travaillons pas. Non, nous continuons à travailler. Donc il n'y a aucune raison, on raconte beaucoup de choses. Non. La session de septembre, c'est une session, comme toute session extraordinaire, ordinaire. Et le principe de la session ordinaire est qu'on peut inscrire la matière à tout moment dans une session ordinaire.
à différence de la session extraordinaire qui est limitée par l'acte de convocation. J'ai donné toutes ces précisions pour qu'on se comprenne mieux, qu'on cesse de tromper les peuples. Et vous entrevoyez que votre projet de loi doit aussi être inscrit plutôt à cette session de septembre. Et jusqu'où comptez-vous aller pour aboutir avec votre projet? Bon, je viens de faire un long développement pour vous dire que cette proposition de loi doit être inscrite. Je ne suis pas ignorant des interférences politiques. Je ne suis pas ignorant de ce que ça vient des députés de l'opposition. Je ne suis pas ignorant de ce que, pour la majorité, en particulier le FCC, on n'en veut pas. Mais ça, ce n'est pas le droit. Le président de la République, le président Antoine Tshisekedi, parle de l'état de droit. Ce n'est pas seulement sur le plan judiciaire. L'état de droit signifie que tout le monde, du président de la République au plus bas citoyen, si les termes peuvent être permis, nous tous, y compris les institutions, nous sommes soumis à l'autorité de la loi. On ne peut faire que ce que la loi veut. Et donc, sur le plan juridique, sur le plan légal, c'est mon droit. L'article 130 alinéa 1er de la Constitution dit l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Et c'est ce que moi j'ai fait dans le cadre de mon mandat. Jusqu'où irai-je? L'État, mieux, la République, ne vit pas partiellement ou à temps partiel. C'est une permanence. Et la nécessité d'avoir un bon processus électoral, j'ai essayé de mettre cela en évidence. Il est là. La société civile s'est réunie, les journées de la société civile qui ont eu lieu il y a quelques semaines sur la réforme du système électoral. Dans l'opposition, j'en parle même pas parce que c'est ça. C'est ça, en fait, oui. Et même dans la majorité, on est tous des Congolais. On a un frère là-bas, un ami, que sais-je encore, un ancien de collège et tout. 80% des membres de la majorité que j'ai contactés, avec qui j'ai parlé, m'ont dit oui, oui, c'est ce qu'on a toujours fait. Je vous ai expliqué la fois dernière. Après un processus électoral, on reçoit un rapport, on l'examine et on modifie. Je ne reviendrai plus sur ce que je dis, ça va me prendre du temps. Donc, cette nécessité, elle est là. Je continuerai mon combat. Ça fait partie de mon mandat. Si je ne le fais pas, j'aurais trahi mes électeurs. Et parce que je suis député national, j'aurais trahi l'ensemble de notre peuple. C'est cela. Notre combat, c'est pour améliorer. Et un pays, une société qui refuse des réformes, qui est une exigence permanente liée aux dynamiques sociales et politiques, cette société tombe dans l'immobilisme, dans la sclérose, et elle est appelée à la disparition, ou à tout le moins au déclin. Toute l'histoire de l'humanité nous l'a prouvé. Rome, Athènes, ils pouvaient faire le parcours. Et vous voyez ce que font ceux qui sont plus avancés que nous. Pour ne pas citer les Occidentaux, et aujourd'hui la Chine est là aussi. Ils anticipent même sur ce qui va se passer dans 10 ans. Covid, ça éclate, ils se réunissent, ils tiennent des réformes. Regardez en France, chaque gouvernement fait la réforme de l'éducation. Comment nous pouvons nous refuser de réformes? C'est quelle société, c'est quel pays ça? Je vais continuer mon combat. Et nous le retenons, l'honorable. Je le disais au début de cette émission que nous allons parler de l'actualité de l'heure. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi la réconciliation entre Katumbi et Kabila. Quelle est votre lecture? Je crois que la personne, ou les personnes les mieux placées, ce sont celles qui sont concernées. Vous les avez citées. Mais c'est un problème national. C'est-à-dire que si la réconciliation entre les citoyens d'une province, que ce soit le Katanga, parce que dans chaque province on trouve ce type de problème, hein? Oui. Si cette réconciliation peut être le prélude à la grande réconciliation nationale, à laquelle nous appelons de tous nos voeux, que dis-je, la grande réconciliation nationale qui nous a été promise par le gouvernement en place. Si vous lisez le discours d'investiture de M. le Premier ministre, le professeur Idougué Kamba, vous trouverez quelques paragraphes consacrés à la réconciliation. Il a promis de rapatrier le reste. Le président Mobutu, le Premier ministre Moïse Tchombe, et nous avons ajouté
il faut lever les deuils de tous ceux qui sont morts là pendant les événements, de Kapangala, de Mukendi, de Tchebeya, tous ces gens-là. C'est ça la réconciliation. J'ajouterai même la question de ceux qui sont en prison. On en parlera le moment venu. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de gestes forts dans ce sens-là. Mais si cette réconciliation est tout simplement un slogan ou une démarche qui isole la communauté katangaise, il ne faut pas l'encourager. Et il ne faut pas non plus que ce soit une démarche pour en fait salir Moïse Katumbi, pour le réduire au niveau du microcosme de la province. Notre président a l'ambition, et nous avons l'ambition de le voir jouer ce rôle-là, d'être un leader national, le président de la République. Je le confirme. Nous ne souhaitons pas que, par une certaine maladresse, et surtout pas délibérément, qu'on cherche à le sortir de ce tour-là. Et enfin, vous savez, madame, je suis au Katanga. Et je parle avec le sentiment d'être chez moi au Sankourou. Je suis au Katanga. Le Katanga est une province d'une grande importance nationale et même internationale. De par ses atouts économiques, ses atouts humains, de bonnes ressources humaines, son positionnement stratégique pour le pays comme pour le monde, parce qu'il y a des grandes puissances qui intègrent dans leurs analyses, dans leurs politiques internationales, dans la géostratégie internationale, cette province et la République démocratique du Congo, ou bien la République démocratique du Congo et cette province. Les richesses culturelles du Katanga. Je peux vous faire une confidence. Parmi les folklores que moi j'apprécie, que j'adore, il y a le folklore Songé, le folklore Lubakat, le folklore ici, vous avez, je crois, les Chokwe. Les Chokwe. Oui, Chokwe. Oui, voilà. Le folklore Luba, j'aime bien. Évidemment, il y a chez moi les folklores aussi des Mongos. Okay. Je n'exclus pas les autres, mais je prends vraiment comme individu, hein, pas comme homme politique. Il y a une grande richesse culturelle ici au Katanga. Le monde artistique, il est là. Donc, le Katanga, je dis à mes frères katangais, vous avez un destin national. Vous ne devez pas fuir le leadership national pour vous replier sur vous-même. C'est extraordinaire, moi je ne peux pas comprendre ça. Et vous avez déjà exercé le leadership national. Moïse Tchombe, M. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Idungwe Lukamba, Premier ministre, Lunda Bouloulou, Premier ministre, Gouskali Boron, que son âme repose en paix, Premier ministre. Donc, le Katanga n'a pas le droit de se replier sur lui-même. C'est invraisemblable, ça. Et voilà comment je perçois la question. Tantôt là, vous parliez si bien de Moïse Katumbi, hormis la relation président-ensemble et membres cadres de l'Ensemble pour la République. Vous avez une autre relation avec Moïse Katumbi? Bon, j'ai connu Moïse dans le cadre politique. G7, et puis ensemble pour les changements, aujourd'hui ensemble pour la République. Donc, je préfère que lui-même parle d'une autre relation éventuelle, comment il sent ma collaboration avec lui, mon partenariat avec lui, et ma présence à ses côtés. Parce qu'en dehors de ce schéma politique que je vous ai exposé, entre les hommes, il y a toujours un courant invisible, mais réel, et qui peut être très fort pour dessiner l'avenir et peut-être pour créer une autre relation, je ne sais trop laquelle. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse, mais je crois que c'est un homme de qualité, est un homme de foi et de conviction. Il ne vit que pour les autres, il ne vit que pour Dieu, et ça se voit dans tout ce qu'il fait. Et quelque chose d'extraordinaire, la simplicité. Moïse est abordable. Vous vivez avec lui au Katanga, vous le connaissez mieux que moi de ce point de vue-là. C'est un homme sensible à la condition des autres.
Et aujourd'hui, je crois, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je travaille bien avec lui, vous pouvez parler à Moïse et lui dire ce que vous voulez, évidemment dans les formes. Vous pouvez discuter avec lui. Il a travaillé ici au Katanga. Il sort du monde des affaires. Il a un bilan au Katanga. Mis à part son caractère, comme je viens de le décrire, sommairement, au moins à mon niveau. Je ne dis pas que c'est un dieu sur terre. C'est un homme, il a ses défauts aussi comme moi, comme n'importe qui. Mais il a prouvé qu'il avait des capacités managériales. Il a prouvé qu'il pouvait se mettre au service des autres. Et c'est pas moi qui l'ai primé. Il était considéré comme le meilleur gouverneur. Pourquoi ne pas prendre ces atouts de Moïse Katumbi, les additionner avec ceux des autres Congolais, aujourd'hui dans la majorité, aujourd'hui dans l'opposition, aujourd'hui dans la société civile, mais cette dynamique que moi je peux appeler volontiers la dynamique Katumbi, il faut la consolider et la sortir. C'est pour ça que je vous ai fait une analyse sur la réconciliation, la sortir du Katanga pour en faire une grande dynamique nationale. Et je crois qu'on peut lui faire confiance de ce point de vue. Parlons un peu de Ensemble pour la République, ce parti politique de Moïse Katumbi dont vous êtes membre. Que représente-t-il à ce jour pour la République démocratique du Congo? Bon, c'est un espoir réel. Vous allez me dire, mais vous ne pouvez dire que ça. Mais je ne suis pas du genre à me satisfaire ou à me glorifier ou à censer les gens. Non. Nous sommes déterminés. Il ne faut quand même pas oublier que le G7, sinon le premier groupe, c'est l'un des rares groupes de Congolais, en dehors de 13 parlementaires, le président Mobutu. Les Congolais qui disent, là où nous sommes, ça ne marche pas, il faut changer, il faut respecter la Constitution, il faut aller vers le peuple, et décident d'abandonner des postes de pouvoir. C'est quand même important. Ce à quoi on a toujours assisté, c'est de l'opposition vers le pouvoir. Mais nous sommes partis avec un conseiller spécial, avec des ministres, avec un premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec des députés nationaux, et même des gouverneurs, des vice-gouverneurs de province. On est parti avec eux vers l'opposition et nous y travaillons. L'histoire nous rendra justice. Il y a des gens qui nous diabolisent, qui nous injurient. Mais les historiens vont bien, et les politologues vont bien situer l'importance de la démarche qui a été la nôtre. Je suis même certain que dans les camps de président Kabila aujourd'hui se disent, si nous avions suivi nos anciens amis, on n'aurait pas eu une seule goutte de sang. On n'aurait pas eu de mort. Et ce qu'on appelle la transition, je crois, pacifique, aurait été vraiment pacifique. Parce que bon, on ne peut pas parler de la transition pacifique uniquement le jour de la passation de pouvoir, de la passation de serment de pouvoir de Tshisekedi. Oui, c'est un processus. C'est pour ça que j'intègre dans la réconciliation ce qui s'est passé. Nous avons fait ce travail-là. Et même aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a empêchés de basculer? Ce sont nos convictions, les valeurs auxquelles nous croyons. Ensemble pour la République, c'est un espoir réel et nous nous battons pour ça. Nous sommes en train de nous battre pour faire un méga parti du peuple, pas des cadres. Ça se fera. Nous avons eu quelques petites difficultés liées à la Covid-19. Il y a des pièces, par exemple, le casier judiciaire, qui était déjà périmé parce qu'après 3 mois, ça n'a plus de validité. On n'a pas pu réussir parce que c'était confiné, état d'urgence et tout, à faire déplacer les signataires des statuts de l'intérieur vers Kinshasa ou vers Lubumbashi. Les bureaux étaient fermés. S'il n'y a pas longtemps, c'est à peine un mois et demi, que l'état d'urgence a été levé. Et au moment où nous parlons, le dossier est sous la route du ministère de l'Intérieur. Et je peux dire, en tout cas, sauf, c'est pas une surprise désagréable, mais ces pays ont lancé quelque chose, nous, de la dynamique Katumbi. Peut-être dans 2 semaines, nous aurons arrêté d'enregistrement. C'est important, il faut que les gens comprennent. Nous ne pouvons pas réunir des masses, nous ne pouvons pas tenir des manifestations publiques sans avoir la personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est-à-dire on est reconnu, je parle pour le commun de mortels, on peut poser des actes, on en est responsable, nous pouvons avoir des biens, et aussi,
si ça se fait mal, on peut nous attraire devant les prétoires parce qu'on a une personne morale, Ensemble pour la République, qui a agi dans tel ou tel sens. Voilà. Et donc, nos membres actuels et potentiels doivent rester convaincus que ça va venir. Vous savez que Ensemble pour la République, c'est une initiative commune de 6 partis. L'ADP, l'ARC, l'ADP de Toudoula, l'ARC de Kamitatou, le PND de Salomon Canada, l'EMS de Feu Pierre Lumbi, l'UNADEF de Mondo et le PDC de José Ndoudou. Nous demandons à tous nos membres d'aller nombreux s'inscrire. C'est une décision commune. Nous avons organisé pratiquement des mini-congrès dans tous nos partis. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est pas moi qui ai décidé, c'est pas Ndoudou, c'est pas. Ce sont nos membres du parti qui ont dit on a porté Moïse, il faut maintenant consolider et les disperser pour triompher aux élections de 2023. 2023, effectivement. Parlez-nous un peu de 2023. Nous avons l'impression que cette année vous fait peur, apparemment. Pas du tout, bien au contraire. Nous travaillons à ce qu'il y ait des élections. Pour preuve, la première proposition de loi sur la réforme du système électoral est venue d'Ensemble pour la République à travers ma modeste personne, à travers ma plume. Pour preuve, nous venons de déposer, et c'est la première proposition de loi de modification de la loi électorale, nous venons de déposer avec le groupe, le G13, une proposition commune. Ensemble pour la République avait déjà sa proposition que nous allions déposer, qui a été rédigée par moi-même, acceptée par mes pairs du parti. Mais comme ils sont venus à il était question qu'on mette le tout ensemble et on s'est mis d'accord sur tout le monde soutient la proposition de loi sur la CENI et nous déposons une proposition commune, député Ensemble pour la République, député G7, et nous allons continuer à nous battre pour ça. Donc, ça ne nous fait pas du tout peur. Nous demandons à ceux qui veulent entraver la réforme du système électoral d'éviter cela. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous savez, si on fait de bonnes élections, vous savez qui vont gagner les premiers. Madame, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils vont inscrire ça à leur actif. Vous voyez, il y a eu des processus électoraux qui n'ont pas marché. Nous vous donnons un processus électoral soft, clean. Voilà, il faut qu'on comprenne. Voilà. Bonne chance donc à vous. Merci beaucoup. Nous allons parler sécurité dans la province du Haut-Katanga avec la dernière incursion des Bakata-Katanga, Maïmaï. Quel est vraiment le réel problème selon vous? Bon, c'est la question que je pose aussi. Si vous référez au développement que j'ai fait tout à l'heure sur la réconciliation katangaise, vous comprendrez pourquoi je réponds comme ça. Je dis, des irrédentismes de ces gens-là ne lèvent pas le pays, ne lèvent pas la nation, ils ne lèvent pas le peuple du Katanga, le peuple congolais du Katanga. Non. Et j'ai une pensée pieuse à nos compatriotes qui ont perdu leur vie, je crois que c'était le samedi dernier. Samedi. Oui. Le 6 septembre. Le 6 septembre. C'est fort regrettable. J'exprime ma compassion et mes condoléances aux familles éprouvées. Ce sont des pertes inutiles. Pis encore, ce sont des pertes qui diminuent la province du Grand Katanga. Je parle comme ça, je sais qu'on a éclaté comme nous au Kassai, mais nous avons toujours parlé du Grand Kassai et du Grand Katanga. Ce qui est positif, ça exprime notre volonté d'être ensemble, en dépit des subdivisions administratives. Vous voyez? Donc, je demande aux autorités politico-administratives du Haut-Katanga et du Katanga en général, aux personnalités, aux notabilités de la province du Haut-Katanga et du Grand Katanga. Je demande aussi aux autorités nationales de tout mettre en œuvre pour que cela ne se répète plus. Ça fait longtemps qu'on le dit. Il faut la sanction. Il faut aussi, sur le plan politique, la perspective de réconciliation. C'est ça, sur le plan politique. Okay. Je mets tous mes voeux pour que cela ne se reproduise plus
et que dans les jours à venir, le Katangais continue à avoir l'ambition de leadership national. Vraiment, il faut éviter ça. Et les Katangais eux-mêmes estiment qu'il y a chaque fois usage de la force quand il s'agit des Bakata Katanga. Pourquoi ne pas utiliser cette puissance, par exemple, pour l'Est de la RDC? Mais le travail se fait. Mais le problème, vous savez, madame, le problème de l'Est, il est complexe. Il a des aspects de relations de voisinage. Je dirais mieux, je généralise, il a des aspects qui touchent à la vie de l'ensemble de la région Afrique et de la sous-région de Grand Lac. Donc, cette dimension, on ne peut pas la négliger. C'est aussi un problème qui touche à la restauration physique et surtout morale de l'État congolais. Quand je parle de la restauration morale, je vais parler de la restauration de l'autorité de l'État. C'est l'absence de l'État qui permet le développement du phénomène de la privatisation des espaces de compétences publiques par de groupes armés et par de groupes d'individus sans foi ni loi. Et c'est un travail qu'il faut faire de ce côté-là. Moi, je dis qu'il n'y aura jamais de paix partout au Congo s'il n'y a pas un État qui existe réellement. Et c'est le défi qui est lancé à toutes les institutions, y compris à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a des questions de développement économique et social. En fait, on se dispute quelque part l'espace vital. C'est un peu pour m'inspirer ou faire un clin d'œil à la théorie de Darwin, la lutte pour la survie. Oui, ça s'exprime sous plusieurs formes. Donc, il faut de politiques publiques de développement du pays qui puissent générer de la prospérité et une prospérité partagée. Une prospérité partagée par la répartition équitable du revenu national, le développement harmonieux de nos provinces, de nos communautés. Et c'est pour cela qu'à l'époque, je n'ai pas voulu qu'on aille vite dans la mise en place de 26 provinces. Et aujourd'hui, vous avez des phénomènes, par exemple, les députés provinciaux non payés 9 ou 10 mois, et les gouverneurs de province en savent quelque chose. Hein. Voilà. Donc, et à l'Est aussi, parce que je parle de la perspective politique, il y a un moment, j'avais conseillé il y a quelques mois que le président de la République fasse comme d'autres chefs d'État le font dans le monde. Hein. Quand la France devait intervenir en Irak, Mitterrand, au Koweït, et puis Irak, Mitterrand et je crois Chirac aussi, ils ont consulté tout le monde. Et on peut multiplier les exemples, il n'y a pas seulement qu'en France, parce qu'il y a des problèmes sérieux, un cancer qui dure maintenant pratiquement 20 ans, qui est en train de ronger, d'affaiblir le corps national de la nation. Il faut que les forces vives de la nation, représentées par des organisations politiques et sociales, à travers les leaders, se concertent avec le président de la République. C'est ce qui s'est fait. Ce n'est pas pour se disputer le pouvoir, remettre en cause qui que ce soit, pour créer, si vous voulez, l'union sacrée de la nation comme ça. Et alors, on m'a diabolisé, il y en a qui ont raconté n'importe quoi, comme chez nous, on ramène tout à la cave, nivellement par le bas, on ne s'est pas compris. J'ai vu d'ailleurs le Bahati, Modeste Bahati, qui a fait un meeting, la rentrée politique il y a quelques jours. Il a aussi appelé à cette consultation. On ne peut pas se fatiguer de ça. C'est pour ça qu'il y a un chef d'État qui a des fonctions, notamment d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, l'unité nationale, le respect de la Constitution, et j'ajoute la bonne tenue de la nation. Vous comprenez? Donc, il faut politiquement aussi que d'autres perspectives s'ouvrent dans le sens de consolider l'unité nationale. Et on revient encore à votre sujet de départ, la réconciliation nationale. Et revenons dans le Haut-Katanga, vous le savez, l'insécurité bat son plein ici. Vous êtes député national. Certains ont l'impression que cette question de la province, de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga ne dérange en rien l'Assemblée nationale. Comment pouvez-vous le dire? Ce n'est pas moi qui le dis. Non, quand je dis pouvez-vous, je ne m'adresse pas à vous. Il y a eu des initiatives qui ont été prises à l'Assemblée nationale, bien avant ce énième événement, cette énième incursion de Bakata Katanga. Non, nous prenons toutes les initiatives. Mais je veux dire,
à nos compatriotes que nous avons des limites constitutionnelles. Nous avons les lois, nous avons le contrôle, mais nous n'agissons pas sur le terrain. Ça, c'est le gouvernement qui fait la gestion courante. Et donc là aussi, il faut que tout le monde interpelle le gouvernement. Et nous avons commencé la session le 15 septembre. Je suis certain qu'il y aura des initiatives qui seront prises, tant au niveau provincial, c'est-à-dire au niveau des députés élus et des sénateurs qui sont ressortissants de la province du Haut-Katanga et du Grand Katanga, qu'au niveau de nous tous, parce que notre mandat, il est national. Voilà. Mais ce que nous appelons toujours, c'est qu'il y ait toute cette conditionnalité que j'ai énumérée à travers le développement qui permettent à chaque Congolais d'être rassuré, de savoir qu'on s'occupe de lui. La proximité, c'est ce que nous prenons ensemble pour la République camerounaise Katanga. Et c'est ce que les Bouchois veulent, des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut réellement, qu'est-ce qu'il faut de concret pour que cette insécurité prenne fin? Il n'y aura pas d'insécurité qui prendra fin si on ne consolide pas l'autorité de l'État. Et là, coup de chapeau à nos militaires et policiers, madame la journaliste. Dans mon intime conviction, je me dis que le métier de soldat ou de policier n'est pas une condamnation à la mort. Je veux dire tout ça. Quand on se fait recruter comme militaire, comme policier, ça ne signifie pas que toute sa vie, on n'aura qu'affronter l'adversité violente qui conduit à la mort. Mais nos militaires, qu'il s'agisse de l'Est, d'ici au Katanga, il n'y a pas que le Katanga, ce sont des phénomènes qui surgissent quand même partout. Ne prêtons pas de doigts tout le temps le Katanga. Eh bien, nos militaires font du travail. Il faut leur donner des moyens, leur faire confiance. Et il faut que la population aussi participe. J'ai vécu pendant ces petits temps en Europe. Vous savez qu'en Europe, l'agent de sécurité, c'est votre voisin. Oui, oui. C'est votre collègue de service. Dans le quartier, quand on voit quelqu'un de suspect, on le dénonce. Pourquoi on pense qu'il faut que le gouverneur, il faut que le commandant de police de Haut-Katanga se retrouve tout le temps dans chaque maison, dans la rue, pour, je ne sais pas, dévisager les gens. Je ne sais pas trop quel travail on peut leur demander. Et ils donnent des orientations, ils encadrent, le commandant commande. Mais ils ont besoin de la participation de tous. Ça, c'est important. Et il faut continuer, je me redis encore, avec les politiques publiques, des initiatives de proximité. Si le Congolais sent qu'il y a l'État, personne morale, mais il y a le dirigeant institutionnel à côté de lui, qui s'occupe de lui, qui n'est pas condescendant, qui ne le maîtrise pas, qui ne le défie pas en permanence, ben, ils vont travailler bien, ils vont travailler avec nos dirigeants. C'est cela. C'est cela, donc, c'est tout cela qu'il faut mettre en mouvement. Encore une fois, la réconciliation nationale. Ok, merci. Ouais. Monsieur Lutundula, nous sommes en train de chuter. Peut-être une dernière question. Vous avez suivi le dossier NB Mining et Mining Company Katanga. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, il y a un frémissement ce qui concerne l'instauration de l'état de droit et la renaissance de la justice congolaise. Moi, je suis un ancien magistrat. Je sais bien que ça fonctionne. Il faut maintenir le cap, l'état de droit. C'est une condition de survie de la nation et du bon fonctionnement de l'État et de la bonne gouvernance de l'état de droit. C'est très important. Pour peu que je connaisse un peu le dossier, c'est... Vous saluez cet arrêt J'ai salué la décision du tribunal de grande instance, je crois, de Colosie, parce qu'en fait, nous sommes en procédure d'exécutoire, qui veut dire tout simplement une procédure par laquelle une juridiction nationale prend une décision pour faire exécuter une décision, un acte émanant d'une juridiction ou d'une autorité extérieure. C'est la Cour d'appel de Paris, confirmée dans son arrêt par la Cour de cassation de Paris. Donc ce sont ces deux juridictions françaises qui ont reconnu les biens fondés de la revendication
la réclamation de Moïse Katumbi et qui lui a donné le droit de récupérer ses biens. Parce que Nécotran, je crois, c'est ça, qui a acheté MCK, s'était engagé, c'était une vente sous condition résolutoire comme enlèvement. Ils n'ont payé que 10%, d'après le pièce de dossier que moi j'ai lu, 10%, et il fallait apurer les prix de vente de la société dans 3 ans. Il s'était dit clairement que dans 3 ans, si ce n'est pas apuré, Moïse était en droit de reprendre. Il était dit aussi que jusqu'à l'appurement de la dette de Nécotrans, Moïse devait participer aux bénéfices annuels de la société. Bref, tout cela n'a pas été réalisé. Et à Paris, c'était clair, il a eu raison. Il fallait revenir au Congo pour exécuter la décision, obtenir les équatures de la justice congolaise, de ce qui a été fait. Donc, c'est une bonne chose. Il faut encourager ce qui s'est fait actuellement en termes d'état de droit, en termes de l'indépendance de la justice. Cependant, il y a des petits bruits qu'on attend à gauche, à droite. Il y aurait des compatriotes. Saluer ça parce qu'on a tranché en faveur de Moïse Katumbi. Non, c'est pas ça mon problème. Je suis juriste de formation et ancien magistrat de profession. Donc, moi, je suis froid. J'ai toujours été froid devant les événements, autant que je peux le faire. Donc, on attend de bruit qu'il y a des gens qui torpillent, qui commencent à inventer d'autres choses. Oh, pauvre Moïse, il a toujours été victime de ce genre de manigances pour je ne sais pas quoi, faire échec à la mise en application des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel française et de juridiction de la justice congolaise. Ça, ce n'est pas possible. Et j'espère que ceux qui se livrent à ce genre de manigances vont le cesser et ceux qui le contactent vont savoir aussi que l'indépendance de la justice, c'est garanti. Le chef de l'État, Issa Tshisekedi, y tient et nous devons encourager ça. Évitons de prendre la vie à part. Et je pense que ça sera votre mot de la fin. Merci, Merci beaucoup. Honorable Lutundulla, d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs de Nyota Télévision, ainsi prend fin notre émission spéciale. Merci à vous tous de nous avoir suivis.